Café Coaching, tous les mardis avec Elodie. De 13h10 à 14h, votre émission spéciale Coach. Participez à l'émission, appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Et bonjour à tous, vous êtes sur Radio Pluriel dans Café Coaching et nous on est encore chez notre ami Flavio au Zanzibar, sur les plages de Saint-Tropez. Enfin, sur les plages on avait commandé le soleil, on l'a pas, on a la pluie mais c'est pas grave parce qu'on est toujours aussi bien accueillis, on est toujours bien au Zanzibar et bien à Saint-Tropez. Alors aujourd'hui on va aborder un vaste sujet, ça a d'ailleurs été bien compliqué de le préparer avec Stéphanie parce qu'il y avait tellement de choses à dire que voilà, on aurait voulu... que l'émission dure 4 heures ou alors peut-être vous proposer 20 épisodes de cette émission. C'est peut-être ce qu'on va faire d'ailleurs un jour, proposer plusieurs épisodes. Alors voilà, justement pour parler de ce sujet délicat qui est la manipulation et les manipulateurs, j'ai invité Stéphanie Méchin. C'est Méchin ? C'est ça. Méchin, merci. Elle est psychopraticienne. Elle va aujourd'hui nous éclairer sur les manipulateurs. Je peux pas vous dire comme d'habitude, elle va tout nous dire sur les manipulateurs parce qu'en 45 minutes, c'est pas possible. Mais on va quand même vous proposer 2 épisodes. On va vous proposer 2 émissions et essayer de vous donner le plus d'infos, le plus de trucs possible, en tout cas pour vous éclairer sur le sujet. Voilà, c'est parti, on est avec Stéphanie. Café Coaching, tous les mardis avec Elodie. Et bonjour Stéphanie. Bonjour Elodie, bonjour aux éditeurs. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors juste, je raconte, c'était une heureuse rencontre avec Stéphanie, c'était très rigolo parce que le matin, je dis à une amie, je veux faire des émissions sur les manipulateurs et la manipulation parce que je me rends compte chaque jour qu'on en est entouré, qu'il y en a beaucoup et puis comme on en a parlé, visiblement on l'est tous. Et puis, dans la journée, je rencontre Stéphanie. Alors ça, c'est formidable. On me dit, voilà, elle est psychopraticienne et elle travaille quand même principalement avec, sur ce sujet-là. Voilà. Donc, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à mon invitation. Mais c'était avec beaucoup de joie, Elodie, parce que je suis effectivement psychopraticienne. J'exerce en cabinet depuis 6 ans. Et je reçois et j'accompagne aussi bien des hommes et des femmes en interrogation sur leur devenir ou en difficulté de vie ou ayant subi des chocs traumatiques, mais aussi des couples et des enfants. Et le sujet des manipulateurs m'interpelle particulièrement parce qu'on les retrouve au gré des difficultés des patients. On a Isabelle Nazanga qui a beaucoup écrit sur le sujet et qui a écrit « Ils sont partout ». Et c'est le cas. C'est vrai. On les retrouve dans le couple, chez les enfants, dans la vie de famille, dans le travail, dans la politique, ils sont effectivement partout. Les manipulateurs sont parmi nous, c'est un autre de ces livres et c'est vrai qu'ils sont partout. Et est-ce que tu peux déjà nous dire, qu'est-ce qu'un manipulateur, comment il apparaît ? Parce que c'est inquiétant quand on se rend compte qu'il y en a de partout. Après, forcément, on se pose la question, est-ce que j'en suis un ou une ? Ouais. Et puis on se dit après, moi en tout cas, la question qui m'est venue, c'est comment on devient ? Est-ce qu'on est à la naissance ou est-ce qu'on devient ? Comment ça se passe ? Alors d'abord, il faut distinguer la manipulation qui est utilisée de manière normale et bienveillante pour la réalisation de projets ou en entreprise. On est tous amenés à pratiquer la manipulation. Mais il faut la distinguer du manipulateur. Oui. Le manipulateur, lui, il va utiliser la manipulation comme un moyen d'obtenir un bénéfice ou un avantage personnel. Oui. Je prends un exemple. Un manipulateur qui vous fera un compliment, il ne le fait pas parce qu'il considère que le compliment est juste ou pas, mais parce qu'il espère obtenir quelque chose à la suite du compliment qu'il va vous faire. D'accord. Il ne fonctionne pas dans une relation à l'autre, ni dans la réciprocité, ni dans la confiance, ni dans la collaboration. Il utilise ces normes sociales d'échange pour lui-même et pour lui et uniquement. Rien que pour lui. Et rien que pour lui. D'accord. Et alors, comment on devient ? Parce que c'est vrai que, comme tu dis,
moi j'ai travaillé dans l'industrie, dans la communication, on sait qu'on l'est. On sait, à un moment tu te rends compte que tu es toi-même manipulateur ou manipulatrice, mais que c'est quand même dans un cadre de travail. Mais comment, par contre, comme tu le dis, comment on devient manipulateur, plus un peu, je ne sais pas si on peut dire pervers narcissique, toutes ces choses-là. Le pervers narcissique, déjà, c'est un étage de la manipulation, c'est un des étages les plus extrêmes. Ça rajoute de l'emprise dans la manipulation. Il y a vraiment une volonté là, la relation à l'autre, elle est complètement pervertie. Alors, pour revenir à ta question sur le manipulateur, qu'il soit manipulateur ou manipulateur pervers, ou pervers narcissique. À l'origine, vraisemblablement, il y a l'éducation. C'est-à-dire que de plus en plus, d'ailleurs, on en trouve de plus en plus de manipulateurs et de pervers narcissiques, malheureusement. Et une des raisons peut probablement trouver sa cause dans l'enfant roi. Oui, on entend beaucoup parler de l'enfant roi, effectivement. Oui, parce que l'enfant roi, on ne le frustre pas, il n'apprend pas le respect de l'autre, et donc il va commencer à s'inscrire dans une forme de toute-puissance. Rien ne va l'arrêter, il va prendre l'habitude qu'on fasse tout pour lui, tout le temps et en toute occasion. Donc il va commencer à développer ce fonctionnement-là. La deuxième raison, elle est plus souffrante encore, bien qu'un enfant sans limite, ça soit une grande souffrance, ça pourrait être un sujet d'émission. Oui, c'est vrai. Mais l'autre raison, c'est que il y a des manques affectifs dans les enfances des manipulateurs, et ils utilisent à ce moment-là la manipulation comme moyen de compenser leur manque. C'est-à-dire que pour eux, ça va être une façon de survivre. D'accord. Oui, c'est ce qu'on entend souvent, que c'est quand même lié. C'est lié à une blessure, c'est lié à une souffrance, et que du coup, on développe la manipulation pour aller chercher chez l'autre, finalement, le manque qu'on a en soi, quoi. Oui. Et puis les manques, et puis surtout ce qu'on veut obtenir. Le manipulateur, il veut aussi capter ce que l'autre a et qu'il n'a pas. Mais pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que c'est le seul côté qu'on peut trouver bienveillant aux manipulateurs et aux pervers narcissiques, c'est que leur comportement émane d'une souffrance. Ce sont des gens qui souffrent, c'est indéniable. Oui. Alors vient mon autre question. Oui. Moi, qui ai été Mère Teresa pendant bien longtemps, j'en suis sortie. Non, mais justement, du coup, on en a beaucoup parlé en préparant l'émission. Là, je vais me poser un peu en patiente plus qu'en... Du coup, à un moment, une période de ma vie, je les ai quand même attirés comme des mouches, ces gens-là, parce que vient mon autre question, est-ce qu'on peut les sauver ? Moi, c'était ça mon truc, c'était que je les voyais, ces gens en souffrance, et puis qu'est-ce que j'avais envie de faire ? De les sauver. Et je suis tombée à plusieurs reprises, entre guillemets, dans des cas de manipulation, effectivement, parce que tu ne voyais que leur souffrance, mais pas la manière dont ils agissaient pour compenser leur souffrance. C'est ça. Mais donc, est-ce qu'on peut les sauver ? Dans la plupart des cas, non. D'accord. Il y a alors sur certains types de manipulation légère, il va pouvoir y avoir une prise de conscience du manipulateur lui-même, qu'il est en train de dévier dans sa façon dans sa relation à l'autre. Mais dans la plupart des cas, non, il faut les fuir, parce que dans leur stratégie elle-même de manipulation, leur stratégie fait qu'elle nous rend inaccessibles à leur intériorité. D'accord. Et en revanche, ils nous emportent dans leur souffrance et ils détruisent. Et c'est vrai que c'est une des choses qui n'est pas évidente, je trouve, quand tu es face à... en tout cas, manipulé. Parce qu'il y a forcément un affectif qui se met forcément, c'est lié à quelque chose d'affectif. Ouais. Et que... c'est leur force, d'ailleurs. Ouais. Et de te dire que tu pourras pas le sauver, et que la seule chose, c'est de fuir, la seule solution, c'est de fuir, c'est quand même quelque chose. Ça fait partie déjà du premier travail d'acceptation, quoi. C'est le travail le plus difficile, parce que imagine une personne qui est en relation avec une autre et dans une relation amoureuse. Elle recherche de l'amour, du bien-être, de l'échange, mais elle peut pas imaginer qu'elle n'est pas vraiment aimée. Oui, mais c'est ça en fait, Alors là, moi j'ai plein de cas concrets qui me viennent, plus de personnes que j'ai pu voir ou
croisé effectivement. Et j'ai eu ces retours, je peux. En fait, si j'accepte que je suis face à un manipulateur, ça veut dire que j'accepte aussi qu'il ne m'aime pas correctement. Ça veut dire qu'il y a une notion aussi de. C'est dire si le chemin est long. Ouais. C'est dire si le chemin est long, parce que quand on tombe amoureux de quelqu'un, et en plus le manipulateur sait bien le faire, hein, et il va jouer sur la séduction dans un premier temps. Donc, comment accepter que l'autre, les paroles de l'autre, les actes de l'autre ne sont que pour lui et ne sont que manipulation et que c'est pas de la bienveillance. Donc c'est horrible. Donc déjà pour l'individu qui est victime, pour son propre et sa propre construction narcissique, c'est très compliqué. Accepter que je suis pas aimée en fait. C'est ça. C'est ça. C'est dur. Ouais, c'est vrai que c'est la première phase. Et alors c'est pour ça qu'on a du mal, hein, si je peux me permettre, de prendre conscience. Enfin, les personnes qui sont victimes de manipulation ont du mal à prendre conscience. C'est vraiment ce que j'allais te demander. Parce que prendre conscience, c'est déjà être sur le chemin de la guérison et de la libération du manipulateur. Puisque son travail, lui, c'est d'inhiber le libre arbitre. Ouais. Alors, il va utiliser la culpabilisation, la dévalorisation, tout ce genre de tactiques. Et l'individu qui est victime du manipulateur va perdre alors toute estime de lui et va penser que les choses viennent de lui. Donc, oui, parce que ce que j'allais te dire, c'est que, bon, alors, on dit, la première chose à faire, c'est de fuir. Ok, ouais. Mais avant de fuir, il faut déjà, donc, comme tu dis, prendre conscience. Et c'est pour ça que moi, j'avais vraiment à cœur de faire cette émission pour peut-être éclairer quelques personnes qui sont dans ces cas-là, parce que prendre conscience qu'on est manipulé, mais comment on s'en rend compte ? Alors, moi, ce que je te propose, c'est qu'il faudrait partir d'abord de ce qu'est une relation juste à l'autre. Bonne idée. Voilà. parce que c'est de là qu'on peut commencer à se dire tiens, il y a un problème. Donc une relation qui est juste à l'autre, de mon point de vue en tout cas, c'est une relation qui est fondée sur le prendre soin de l'autre, le considérer comme quelqu'un d'égal. La relation à l'autre, c'est aussi une relation de réciprocité. Je te donne, tu me donnes. De complémentarité. Je mets à ton service, entre guillemets, des choses de moi, mais tu mets aussi des choses de toi. La confiance, bien sûr, l'échange, la collaboration, le respect de l'autre. Ça, c'est une relation juste à l'autre. Oui, donc si on est déjà, on peut dire que si on n'est pas dans cette notion de comme tu dis, de bienveillance, de réciprocité, il y avait quelque chose aussi qu'on avait abordé, c'est le fait de quand tu oses pas dire des choses qui... Alors, oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, dans ce que je te dis, quand on est dans ce cadre-là, de ce que je viens de décrire, idéal, hein, parce que on a le droit à des bugs. Hein. Ouais. Il n'y a pas... Oui, c'est ça aussi qu'il faut dire à certains moments. Hein. On peut tous avoir aussi des moments où on n'est pas parfait. Hein. Oui, c'est pas sûr. Tout mélanger. Et puis ça peut être compliqué dans le couple et on n'est pas dans la manipulation non plus. Hein. Exactement. Mais donc, quand on est dans le cadre idéal ou dans un couple qui a un fonctionnement même avec des difficultés, il n'y a pas de malaise, il n'y a pas d'emprise dans cette relation. Et donc, en parler à l'extérieur, c'est simple. Oui. La première alerte que peut avoir une personne, c'est si elle commence à ne pas oser parler de sa relation à l'autre. Pas oser dire ce qu'il nous dit, la manière dont il nous traite. À ce moment-là, on peut commencer à se dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi je me sens pas à l'aise ? Est-ce que je me rends compte, qu'il y a de la dévalorisation, de la honte, de la culpabilité ? Parce que c'est vrai que, et là, je peux parler de mon cas perso, on en a parlé, j'en parle ouvertement. Effectivement, moi j'ai mon père qui est manipulateur. Et effectivement, si je me remémore quand j'étais petite, ma mère disait il faut pas dire certaines choses, certaines actions, certaines. Faut pas en parler à l'extérieur. Pas en parler. Et effectivement. Alors ça, déjà, dès qu'il faut pas en parler. Voilà, ça c'est quand même déjà un signe d'alerte, quoi. Moi aujourd'hui, je vois qu'effectivement, quand on est dans une relation, ça veut pas dire qu'on se dispute pas, mais dans une relation qui est saine, sans manipulation, la dispute, on va aller la raconter à sa copine, quoi. Bien sûr. Quand on commence à dire bon, ça, je vais peut-être pas le dire parce que. En fait, on se dit même pas, je vais peut-être pas le dire, on dit rien et on cache. On dit pas parce que là, tu commences déjà à rentrer dans un système de honte et de culpabilisation.
Donc, c'est là que ça commence à induire chez l'individu que c'est aussi peut-être de sa faute. C'est vrai qu'il y a une notion du coup, dans le fait de pas oser parler, c'est parce qu'en fait, en général, on croit que c'est de sa faute. Ben, il y a beaucoup, c'est-à-dire que dans la volonté de réussite d'un couple, il y a la notion de compromis. Cette notion, elle a été galvaudée. On parle d'un autre mot d'ailleurs qui m'échappe parce qu'il n'est pas beau du tout, qui est concession. Ouais. Hein. Non, c'est vraiment du compromis. Et il y a une grosse différence, c'est que le compromis, c'est comment je peux réaliser mon besoin sans nuire à celui de l'autre. Et comment l'autre peut réaliser son besoin sans nuire au mien. Donc on va chercher un équilibre. La concession, c'est j'abandonne. Oui, Hein. c'est je m'oublie, quoi. Je m'oublie. Et c'est pas juste dans la relation. Bon, alors donc comme on a envie de réussir le couple, souvent, on abandonne certaines de ses convictions, certains de ses besoins. Et plus on abandonne, plus on se met au service du manipulateur. Oui. Si on tombe sur un conjoint manipulateur. Oui. Et en plus, le manipulateur va s'appuyer sur cette volonté de réussir pour dire à l'autre, mais oui, si les choses vont pas, c'est de ta faute. Ouais. Et si c'est de ta faute, c'est à toi à te plier encore un peu plus chaque jour, à t'écraser encore un peu plus chaque jour. Et du coup, tu perds confiance, tu perds de l'estime et tu te dis, mon Dieu, mais quelle chance d'avoir quelqu'un qui m'accepte alors que moi je suis nulle. C'est exactement ça. Ouais, ouais. Exactement. Alors, il faut jamais oublier, jamais, que dans un couple, chacun n'est pas 50% responsable du couple, mais 100%. Oui, ça c'est une bonne chose à dire. C'est très important. Ça veut dire que je ne peux pas être responsable seule du dysfonctionnement de mon couple, donc ça ne peut pas être que de ma faute. Oui. Ça n'existe pas. Oui, s'il y a un dysfonctionnement, c'est important effectivement de dire que s'il y a un dysfonctionnement, c'est forcément les deux qui doivent se remettre en question et qu'il y a quelque chose à revoir. Voilà. On ne peut pas entendre le discours du manipulateur qui va dire c'est de ta faute. Oui. Non. Bien. Bon, c'est déjà une bonne première approche. On va faire une petite pause musicale. On va écouter Jean Ferrat, 2 enfants au soleil. Et puis après, on revient. On va essayer de vous en dire le plus possible. À tout de suite.
Café Coaching avec Elodie. Et oui, Café Coaching, on est sur Radio Pluriel, on est à Saint-Tropez, on dirait qu'on est à Pornic. On est dans la tempête. Nous sommes en Bretagne, Saint-Tropez s'est déplacé. Donc voilà, si vous entendez un peu des bruits derrière moi, c'est la pluie, mais c'est bien, c'est le live, hein. C'est ça le live. C'est les joies du live. Donc voilà, en tout cas, on est bien. On est aux Zanzibar, chez Flavio, et moi je suis avec Stéphanie. On parle des manipulateurs qui sont partout et de la manipulation, et elle nous donne un peu des clés, des conseils pour les repérer, pour savoir quand on est manipulé, et puis surtout comment faire un premier pas pour s'en sortir. C'est tellement long en même temps de s'en sortir. Ah oui, c'est un parcours. C'est vrai que dès qu'on a un doute, on en reparlera plus tard, mais dès qu'on a un doute, c'est vraiment de se faire aider, d'en parler, d'oser quoi. Moi, j'aimerais bien là qu'on aborde du coup des cas, enfin des exemples concrets, qu'on parle de concret, parce que c'est vrai que c'est le meilleur moyen d'expliquer aux gens. Que ce soit vraiment explicite. Et il y a le premier cas qui m'interpelle, c'est quand on est dans le cas d'avoir un parent manipulateur. Ouais. Parce que ça, c'est assez terrible, parce que quand déjà tu disais en début d'émission, on ne peut pas les sauver, faut quand même l'accepter. Il y a plusieurs choses à accepter, et là je peux en parler. Là je me pose en patiente de Stéphanie. Mais non, il y a plusieurs choses à accepter. C'est déjà, effectivement, tu peux pas le sauver. Tu as un parent qui est pas complètement bienveillant, ce que est censé être un parent. Voilà, comment on fait. Mais tout ça, tu t'en rends pas compte en tant qu'enfant. Et en plus, c'est là que c'est terrible. Et là, je vais être un petit peu dure, hein. Mais on a tous, en tant qu'adultes, des responsabilités vis-à-vis des enfants. C'est notre responsabilité essentielle, ils sont entre nos mains. Donc l'enfant qui est face à un parent qui est manipulateur et pervers narcissique, lui ne peut pas se défendre. Lui, il est dans la construction, il est dans son désir de plaire aux parents, et il va être confronté à des micro-violences, à de l'humiliation, à de l'intimidation, de la peur parfois. Et petit à petit, surtout pour lui, vont s'instiller des faux repères, des fausses croyances. Donc, c'est sa construction qui va être faite dans cet univers-là. Il ne peut pas le voir. Hein. Oui, c'est ça, c'est que tu te construis avec... Tu crois que c'est une normalité quand même. Voilà, hein. Voilà. Mais malgré tout, il y a toujours des intuitions. Et puis, il y a un autre parent. Ils ne sont pas tous les deux, heureusement, généralement comme ça. Donc, l'enfant, après, il peut prendre deux chemins. Il peut développer de la rébellion. Je me rebelle contre ce que je reçois. Mais souvent, ça va développer encore plus de violence et d'intimidation de la part du parent manipulateur. Ouais. Donc, pas terrible pour l'enfant encore. Il y a un autre chemin que prend aussi l'enfant, c'est se suradapter. C'est-à-dire faire en sorte que je fais tout ce que veut papa ou maman, hein, selon, parce qu'on les trouve aussi bien au féminin qu'au masculin. Oui. Je fais tout pour plaire, et comme ça, ça va bien se passer pour moi. Et c'est vrai que dans ce cas-là, on peut croire qu'on n'est pas manipulé. On pourrait croire qu'on n'est pas victime quand on... Tu peux nous en dire plus ? Oui, je peux vous en... oui, c'était mon cas. Donc mon père qui est bon manipulateur, mais du coup, effectivement, ma sœur et moi, on n'a pas eu la même attitude. Et donc là, je me livre. Hein, c'est pas évident, mais c'est vraiment pour expliquer aux auditeurs. Oui, parce que ton expérience va aider. Voilà. Donc ma sœur qui était plus dans le côté, on va dire, rebelle, et qui a du coup, subi plutôt la violence en face, et puis le fait d'être dans, du coup, c'était très des disputes très violentes du coup, et moi dans l'adaptation. Donc effectivement, avec beaucoup moins de violence, au contraire.
Et quand on en a parlé, c'était ça qui était... Et du coup, tu avais le sentiment que tu gérais mieux la situation. Eh ben, tout le monde a eu le sentiment que je gérais mieux la situation et que quand finalement ma sœur a grandi, mes parents ont divorcé, ma sœur et ma mère en sont sortis de cette manipulation et que moi, de toute façon, je n'avais jamais été manipulée. Donc pour moi, tout allait bien. Et c'est là qu'en fait, je me suis rendu compte 10 ans plus tard que j'étais encore manipulée puisque dans cette suradaptation... parce que c'est le schéma que j'avais développé petite et que après j'ai continué à développer, dont je suis ressortie récemment. Puisque effectivement, tu ne vis pas la violence, mais tu vis du coup dans cette espèce de peur que tu sais même pas de quoi tu as peur, mais tu t'adaptes. Voilà. Mais tu t'adaptes. Et c'est vraiment très grave pour l'enfant et il y a une vraie responsabilité à ce moment-là de l'extérieur. Les gens qui se rendent compte que des enfants sont aux prises avec un parent manipulateur, c'est quand même leur devoir que de réagir et que de se tourner vers les personnes qui peuvent apporter de l'aide, qui sont formées pour ça. Parce que dans les cas de manipulation, et notamment dans le cas du pervers narcissique, seule la sanction de la société va l'arrêter. D'accord. C'est-à-dire qu'on est face à des personnes qui... ne se remettront jamais en cause. Oui. Donc, c'est vrai que c'est ça aussi qui est compliqué à accepter voilà. que tu sois enfant ou adulte. C'est très adulte. difficile pour un enfant. C'est pas le rôle d'un enfant d'ailleurs de se positionner comme ça par rapport à son parent, parce que c'est une part de lui-même, son parent. Donc en même temps, on doit aider l'enfant à accepter d'avoir ce parent-là, et en même temps, on doit l'en protéger. Et là, je suis vraiment très ferme, parce que ça, c'est notre responsabilité à tous. Oui, donc c'est vrai que si... le conseil, c'est dans tous les cas, de façon de se faire aider, d'en parler. Si on voit un enfant dans ce cas-là, c'est vraiment de ne pas se dire ça va aller mieux. Ah non, ça va pas aller mieux. Non, ça va pas aller mieux tout seul. Peut-être tu peux nous en parler. C'est des parcours qui sont... Ah non, c'est des parcours. Non, c'est sûr que c'est un parcours. Donc, l'enfant, ça va pas aller mieux tout seul. Non, c'est sûr. Mais en même temps, ça peut faire des choses magnifiques. C'est-à-dire que si tu es là aujourd'hui... Et oui. Si tu animes ce genre d'émission, si tu es porté dans ton métier, c'est aussi parce que tu as vécu et expérimenté tout ça. Voilà, il y a de l'expérience, et puis du coup tu prends un autre chemin, parce que ça dépend qui. Et justement, c'est vrai que moi, dans notre cas, en tout cas ma sœur, moi et d'autres personnes que je connais, quand tu commences à te faire aider, tu découvres la force que tu as en toi. Si tu as atterri dans ce genre de schéma, c'est que tu as quand même de la force, et que du coup, cette force, on t'apprend à aller la chercher plutôt que d'aller la donner aux autres. Parce que c'est ça le truc aussi dont on avait parlé. Et c'est vrai, c'est que si on est faible, ils viennent pas nous voir. Et ça, c'est un gros... Oui, alors si on est faible dans le sens... il faut là, je me permets d'intervenir, parce qu'il ne faut pas que les personnes pensent que... qu'elles sont responsables de ce qui leur arrive. Tout le monde peut se trouver, sauf l'enfant, évidemment, parce que là, il est béni, mais on était dans le cas de l'enfant. Donc, mais que ce soit l'enfant ou l'adulte, tout le monde peut tomber dans les griffes, notamment du pervers narcissique. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais voilà. Je sais ce que tu veux dire. Voilà, c'est que on a tendance à croire que si on est dans ces situations-là de violence, de manipulation, qu'on a peur de l'autre, c'est qu'on est faible. Et ce que je veux dire, c'est surtout que c'est l'autre qui est faible, c'est le manipulateur qui est faible. Moi, dans le livre que j'avais lu de Isabelle Nazaraga, Les manipulateurs sont parmi nous, j'avais lu quelque chose qui m'avait complètement interpellée, que je trouve très vrai depuis, parce que je le vois. C'est qu'un manipulateur, c'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer, qui ne sait pas nager et qui appuie sur la tête des autres pour s'en sortir. Ouais. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est finalement... lui, il est capable d'appuyer sur la tête des autres, que nous, peut-être, on se noierait, quoi. Donc, voilà, c'est... Et puis, il va chercher chez toi ce qui lui plaît, et sa force. Il se nourrit, c'est une sorte de vampire, quand même. Ouais. Donc, il faut bien se nourrir des choses qui sont importantes.
Voilà, donc quand on a une jolie lumière en soi, ça peut attirer les manipulateurs. Bon, ça c'était pour les enfants. Est-ce que tu aurais quelque chose ? Les enfants, vraiment, voilà, il faut pour terminer, il faut chercher de l'aide, tu disais. Donc il y a l'enfant, s'il grandit comme toi, sans qu'on ait forcément interpellé sur le sujet, il va trouver ses chemins. De toute façon, on peut s'en sortir. Bien sûr, heureusement, c'est la grande force de l'être humain. Mais si vous êtes témoin de ce genre de comportement de parents vis-à-vis d'enfants, il existe des numéros d'urgence. Alors, je ne les ai pas là en tête, mais il y a SOS Enfance Maltraitée qui savent gérer ce genre de choses, notamment. Oui. Donc, il faut se tourner vers les organismes qui vont vous donner les bons tuyaux pour savoir quoi faire. Voilà. Et ce n'est pas à l'enfant de le faire, attention. L'enfant ne peut pas être juge de son parent. Oui, ça c'est très compliqué. Ouais. Ça c'est trop compliqué justement. Et il a besoin d'être à sa place d'enfant. Tout à fait. Voilà. Donc voilà pour les enfants. On pourrait en dire beaucoup plus, mais c'est vrai que c'est difficile. On va maintenant parler un autre exemple concret, une autre expérience vécue. Dans le cadre professionnel, c'est compliqué aussi. Dans le cadre professionnel, tu vas aussi nous expliquer un peu comment, on va dire les conseils, les grands, enfin les plus je trouve plus mes mots, les plus gros conseils, parce qu'on pourrait dire, on pourrait vraiment dire que faire toute une émission là-dessus par cas, mais je voudrais vraiment que tu donnes aux personnes déjà quand est-ce qu'on est dedans et les conseils qu'on peut donner, parce que dans le cadre pro, c'est très 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 fréquent, quoi. Oui, on constate, il y a eu Marie-France Héréguien qui a écrit des bouquins sur le harcèlement moral, sur la violence au quotidien, notamment dans le travail. Bon, les techniques sont toujours les mêmes, c'est de l'intimidation, c'est de l'humiliation. C'est vraiment, il faut se raccrocher à ces notions de réciprocité, d'égalité, de respect. Pour se dire que là on a des fonctionnements normaux. Dès qu'on a un patron, a beau être un patron, il y a des prérogatives qui ne relèvent pas de lui, et en tout cas une façon de parler et de s'adresser aux personnes qui travaillent avec lui qui sont justes ou pas. En fait, c'est vraiment ça, c'est plus même dans la façon de parler, dans le ton, dans le fait de... Parce que souvent, je ne sais pas si on l'a dit, mais c'est des personnes qui, d'aspect extérieur, paraissent souvent très gentilles, voire très avenantes, très... Alors, c'est la particularité du pervers narcissique. Comment, effectivement, on n'a pas le temps de tout développer, etc. Il y a comme j'avais dit à un moment, différents aspects de la manipulation. Et l'aspect summum, avant l'escroc ou le grand malade, encore plus, c'est le pervers narcissique. Et le pervers narcissique, effectivement, a cette particularité de grande adaptation du dialogue en fonction des personnes qu'il a en face. Et il va donner une image de lui toujours très lisse. Et c'est individuellement qui va, rarement devant témoin, qui va soit casser, c'est vraiment le terme, ses employés, soit sa famille. Et c'est souvent d'ailleurs dans le cadre familial et intime qu'il s'exerce de manière la plus forte. Mais l'extérieur ne va pas le croire, parce qu'il donne une image tellement sympa, il est tellement exceptionnel. Et puis, ce qui n'est pas évident, c'est que c'est des gens qui, de toute façon, on en parlait, c'est des gens qui sont forcément intelligents quand même. Il y a quand même une intelligence, une certaine intelligence, et du coup, c'est des personnes qui, qui paraissent déjà très sympas, très intelligentes, donc on peut très vite se dire, c'est moi qui ai un problème, et pas lui, puisqu'il n'est pas bête. Il n'est pas bête, et surtout, tout le monde l'aime. Il est tellement exceptionnel. Moi, je ne peux pas être à la hauteur. Et oui. Alors, pour en revenir dans le cadre du travail, pour essayer de donner des petites réponses, puisque tu m'as posé la question, quand on est face dans le boulot à ce genre de personnes, évidemment, en tant que faire se peut, à un moment, il faut vraiment songer à l'échanger de travail. Mais quand on doit le gérer au quotidien, par rapport aux manipulateurs, il faut toujours faire des réponses très courtes. Il ne faut jamais se justifier. Ne pas se justifier. Surtout ne pas se justifier. Et si on a besoin de se justifier, on le fait par écrit. On laisse des traces. Oui, ça c'est important, effectivement. C'est très important.
Ouais. Et si je peux ajouter quelque chose, pour avoir travaillé dans l'industrie, c'est que ne pas avoir peur, parce qu'il y a un truc qu'ils font très bien, c'est que quand on veut laisser des traces écrites et qu'on leur dit peux-tu me faire un mail, ils sont quand même super forts vu qu'ils sont. Voilà. Ils sont pas fous. Hein. Mais écoute, on vient d'en parler, t'as pas besoin de mail. Mais en fait, il faut pas avoir peur de la personne en face et de lui dire, même quitte à lui dire, moi j'ai eu le cas où j'ai dû dire, je ne te fais pas confiance, je veux que tu me fasses un mail. Et je l'ai dit. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte de la faiblesse de l'autre et que le manipulateur est pas si fort que ça, parce qu'en face, j'ai eu un petit garçon, quoi, tremblant. On et c'est en là où revient à la derrière, blessure originelle. voilà, Hein. c'est là où derrière, par contre, ne pas se justifier et rester sur je veux un mail, je veux un mail. Et puis quand tu l'obtiens pas, il faut simplement reformuler dans un mail que tu fais toi à ce moment-là ou dans une autre trace écrite ce qui a été dit, parce qu'il va pas y répondre de toute façon. Oui. Ah, il faut aussi utiliser à l'envers. Ouais. Hein. C'est quand même une vraie bataille. Hein, mais c'est un combat. Il faut être aussi très très flou avec le manipulateur pour lui donner le moins d'éléments possible. Oui. Et puis pas d'éléments. Alors quand on est dans le cadre pro, pas d'éléments sur la vie perso. Surtout pas. Surtout pas. Il va tout utiliser. Tout. Tout retourner. Ouais. Dis donc. Ouais. Tu sais qu'il nous reste peu de temps et que déjà on va faire. Non, quand même pas. On va faire juste une autre petite pause hein, pour que nos auditeurs puissent digérer tout ce qu'on leur raconte. J'ai juste envie de dire que justement, ce qu'on est en train de faire, c'est de l'humour là et de l'ironie. Il faut pas hésiter à l'utiliser aussi pour essayer de se faire des pirouettes face aux manipulateurs. C'est une très bonne. Bien, très bon conseil. Et ben justement, on va écouter Happy.
Et oui, on est toujours sur Radio Pluriel. Je suis toujours avec Stéphanie et ça s'est un peu calmé le temps. On est à Saint-Tropez, il faisait super pas beau et là ça va un peu mieux. Un peu mieux. Ah, mais t'as vu, je suis super optimiste. Mais j'ai l'impression qu'il pleut moins. Bon, en tout cas, on parle des manipulateurs et heureusement, on a prévu une deuxième émission parce que voilà, il y a trop de choses à dire. Il y a encore plein de choses à dire. Oui. Justement, on était sur on parlait de cas concrets, on a parlé des manipulateurs quand on est enfant, du parent manipulateur, du patron, du collègue manipulateur dans le travail. Et l'autre question que je voudrais te poser, Stéphanie, c'est comment on fait quand on a un ami qui est manipulé ? Parce que c'est pareil, ça, j'ai eu le cas aussi, mais de toute façon on a tous eu le cas, je crois, d'avoir, tu as une ou un ami dans ton entourage ou un collègue que tu sais manipuler, enfin tu sais qu'il est manipulé, et on aurait tendance, pareil, à vouloir le sortir des griffes mais on se rend bien compte que ça marche pas. Comment Et en fait... parce que déjà, faut pas essayer de le sortir des griffes, il n'y a que lui qui peut le faire. Voilà. C'est la première humilité qu'on doit avoir. C'est d'essayer de lui faire suffisamment confiance pour qu'à un moment, il puisse s'en sortir. D'accord. Et mais il faut rester son ami à tout prix. D'accord. Ça, c'est le cadeau que tu peux, si tu es confronté à ça, que tu peux lui faire. C'est-à-dire que s'il est confronté à un conjoint manipulateur et pervers narcissique, une des tactiques, c'est l'isolement. Donc, c'est descendre l'entourage et notamment la bonne copine, parce que la bonne copine, c'est la pire. Ah bah oui. C'est celle à qui on raconte tout, c'est celle qui a des antennes radar qui marchent au maximum. Donc, le manipulateur, ça lui plaît pas du tout, ça. Ouais. Donc, il faut accepter d'entendre des choses qui vont pas être celles que tu as envie d'entendre. Et ce qui est pas facile, je te coupe, pour l'avoir vécu, c'est qu'il faut pas faire la tête. Ça c'est chaud, ça. Hein. D'avoir ta meilleure amie qui te raconte, en plus souvent avec enthousiasme, le dernier truc de son chéri qui est en fait en pleine manipulation. Et que toi, il faut pas que tu fasses une tête de mais il est fou, enfin même si tu le dis pas, il faut pas faire les gros yeux, faut pas, c'est dur de faire. C'est très difficile. De toute façon, avoir quelqu'un dans son entourage dont on voit qu'il est aux prises avec un manipulateur, c'est extrêmement douloureux. Puisqu'on voit qu'il va dans le mur, qu'il se fait balloter, qu'il n'est plus lui-même, qu'il change. Et on n'a qu'une envie, c'est de le secouer en disant « dis donc, réveille-toi ». Mais en fait, plus on va faire ça, plus la personne va se mettre en posture de défendre son conjoint. Et on alimente encore le manipulateur. Exactement. Manipulateur qui va se jeter là-dessus pour dire mais t'as vu, elle est vraiment pas sympa, ta copine ou ton copain de te dire ça. Elle m'aime pas. Voilà, et il va être une victime et du coup un pauvre chéri, il faut quand même, je veux que mon couple marche, donc c'est la copine qu'on va virer. Et là, si ton ami perd ses amis, c'est sûr qu'elle aura beaucoup de mal à s'en sortir. Du coup, l'idée c'est en gros d'être présente, d'accepter la situation telle qu'elle est et puis c'est vraiment alors il pas faut évident. faire plus que ça, c'est-à-dire que non, tu peux pas l'accepter de toute façon, c'est inacceptable ce qui se passe, mais justement il faut renvoyer à l'ami concerné les interrogations, c'est-à-dire quand elle t'exprime quelque chose qui te paraît aberrant, il faut poser la question, il faut vraiment la reposer sous forme de question. Ah bon, mais ça te semble possible, toi, ou je suis étonnée de ce que tu me dis. Voilà, pour que la personne réfléchisse à ce qu'elle est en train de te raconter. Oui, c'est vrai que moi j'ai vu dans ce cas-là avec une amie que ce qui fonctionne bien, c'est effectivement d'être vraiment resté dans la bienveillance. Mais comme tu dis, sans trop faire part... Enfin, moi, à un moment, ce qui a marché, c'est... Je suis quand même étonnée que toi, tu acceptes cette situation. Par contre, peut-être que à un moment, j'avais eu un peu ce discours. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui, tu acceptes ce genre de situation. Je suis quand même étonnée que tu acceptes parce que moi, si je le vivais,
Ouais. t'accepterais pas que je le vive maintenant. Par contre, peut-être que aujourd'hui, et je me rappelle que cette phrase-là, ça fait des petits pas, hein, c'est des graines qu'on sème. Hein, c'est pas, y a pas une prise de conscience d'un coup, mais en tout cas, d'être vraiment dans la bienveillance, de rester dans le cœur, c'est ça, rester dans le cœur et vraiment que la personne se réinterroge sur ce qui lui arrive, mais que ça soit elle qui le fasse. En fait, on parle, et tu sais que je regarde pas le temps et qu'en fait, on est arrivé à la fin de l'émission. Mais voilà, heureusement qu'on se retrouve dans une semaine pour en reparler. Hein. Avec plaisir. Merci Stéphanie, merci beaucoup. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À Saint-Tropez, encore une fois, ça va être génial.